Eau minérale, eau de source, eau filtrée, indispensable à la vie. Nous en sommes d'ailleurs constitués à 60%. L'eau est souvent la grande oubliée à table comme en cuisine. Alors au fait, chers amis, quelle différence entre une eau de source et une eau minérale? Pour que ce soit clair comme de l'eau de roche, nous consacrons notre dossier à cette boisson 100% naturelle. Et petit clin d'œil, il va nous dire si c'est la première fois ou pas, mais je crois que oui. Pour en parler, parce que on change pas les bonnes habitudes, pour en parler, nous avons invité le meilleur sommelier du monde. 1992, Philippe Forbrac. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Mais c'est un bonheur et c'est effectivement la première fois que je suis invité spécifiquement pour parler de l'eau. Mais vous avez fait des missions pour l'eau minérale aussi, c'est pour ça que je vous ai invité. Absolument, merci de le rappeler effectivement. Et ce qui est intéressant à mon avis de dire aussi, c'est que le métier de sommelier, c'est pas qu'un métier du vin. C'est un métier qui concerne toutes les boissons. Mais bien sûr. Nous sommes responsables, et dans les études de sommelier, comme dans les concours de sommelier, et j'en ai gagné un certain nombre, et j'en fais passer aujourd'hui un certain nombre aussi, on prépare des questions sur l'eau, effectivement, mais aussi sur le thé, le café, les cidres, les bières, exactement. Les cocktails. Il faut penser aux gens qui ne boivent pas d'alcool. Le saké, etc. Aussi. Et y compris les gens qui ne boivent pas d'alcool, ce qui est effectivement aujourd'hui assez fréquent que les gens osent le dire. En tout cas, à table, souvent, il y a quelqu'un, moi je bois pas, mais... On va faire plaisir quand même. Mais le sommelier fait un effort. Mais bien entendu. Et vous venez nous voir aussi avec un très beau livre, Accords, vins aimés. Il vient d'avoir un prix ce livre, d'ailleurs aux éditions EPA. Magnifique livre avec des recettes et puis ces fameux accords, parce qu'on est toujours un petit peu coincé quand il faut sortir une bouteille. C'est vrai. Mais et en plus, ce livre part du vin. En tout cas de la boisson, parce que je parle pas que du vin dans le livre, vers c'est-à-dire le cheminement, j'allais dire gustatif, émotionnel, quasi évident, mais aussi technique, d'une boisson vers un plat finalement. Et c'est ça l'idée du livre. Et effectivement, merci de le signaler. Il vient de recevoir le prix de l'OIV, l'organisation internationale du vin, qui remet une douzaine de prix par an à des ouvrages au niveau international. Donc je suis effectivement très très fier qu'il y ait un ouvrage français qui ait gagné. Bravo. Et que ça soit dans la catégorie gastronomie, le mien. Alors revenons à notre histoire d'eau. Il n'y a pas une eau, mais il y a des eaux déjà, on peut dire, Philippe Forbrac. Oui, il y a différentes catégories d'eau. La plus célèbre, parce que c'est dans l'histoire celle qui nous rappelle effectivement des souvenirs très, très anciens, puisque déjà on parle de l'eau minérale d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a créé ça il y a quelques dizaines d'années. Mais que nenni, ça existe depuis très longtemps. L'eau minérale, les sources thermales, etc. Déjà à l'époque grecque, romaine, égyptienne, c'était quelque chose dont les vertus avaient déjà été mis en valeur. Donc c'est très ancien. Il y a aujourd'hui environ 80 sources d'eau minérale référencées en France. Quand je dis référencées, ça correspond à un cahier des charges législatif très précis. Beaucoup ont été reconnus à la fois d'utilité publique, mais aussi d'utilité médicale. Et ça, depuis très longtemps, et d'une façon écrite avec des décrets, plutôt à la fin du 19e siècle. C'est vrai, mais je pense à l'eau épar, on va en parler dans un instant, mais les nouveaux parents qui nous écoutent savent que quand le bébé a des petits problèmes de constipation, qu'est-ce qu'on lui donne? De l'épar. De l'épar. Pas que le bébé, et ça part. Et pas que le bébé. Laurent. Pas que le bébé. C'est vrai, je vais peut-être m'y remettre, vous avez raison, c'est jamais. Alors, on a souvent du mal à faire la différence entre l'eau minérale et l'eau de source, Philippe Forbrac. Elles se vendent toutes les deux en bouteille. Pour faire simple et que ce soit clair, quelles sont les différences, vous diriez? Alors, une eau minérale correspond au cahier des charges assez précis. D'abord, elle doit être stable dans sa composition, ce qui n'est pas le cas de source. Elle est stable en minéraux. Stable en minéraux. Et dans sa composition générale, elle subit aucun traitement chimique. D'accord. Le bassin de rétention est extrêmement bien délimité. La mise en bouteille doit avoir lieu sur place, directement à la source, sans aucune manipulation. Et puis, elle doit bénéficier effectivement, et c'est ça la dimension intéressante médicinale depuis l'origine, de bénéficier de spécificités particulières. Étudié pour donner, effectivement, vous citiez l'exemple des bébés et de la constipation, la digestion avec certaines eaux effervescentes, je sais pas, Châtellon, pour en citer une, par exemple, qui a ces vertus-là reconnues. Oui, très belle eau. Il y a effectivement donc une implication, en tout cas une dimension médicinale qui participe pas seulement peut-être à la médecine, mais au bien-être. Alors ça, ce sont les eaux minérales et les eaux de source. Alors les eaux de source, elles sont pas stables en minéraux. Elles sont pas stables en minéraux, exactement. Elles sont toujours d'origine souterraine, parce qu'il y a des eaux de surface, on va y revenir dans un instant. C'est vrai, mais là, ce sont toujours des eaux souterraines également pour les eaux de source. Par contre, elles n'ont pas effectivement une instabilité. Elles sont potables au moment de la mise en bouteille. Heureusement, vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Mais la différence entre les deux, c'est surtout qu'elles n'ont pas c'est l'instabilité qui fait qu'une source, effectivement, quand on peut pas avoir de garantie en même temps historique. L'eau de source reçoit un traitement chimique, alors? Non, pas nécessairement. Elles sont en général tirées directement
La seule différence, effectivement, c'est l'instabilité qui fait que, voilà. Et puis, en même temps, elles correspondent effectivement à une déclaration spécifique dont bénéficient les eaux minérales naturelles et dont bénéficient pas, effectivement, les autres sources. Mais les traitements sont tolérés sur certaines autres sources, oui. À contrario des eaux minérales. Et je pense, par exemple, la cristalline. C'est absolument interdit pour les eaux minérales. Pour les eaux minérales, on n'y touche pas. Voilà. Et sans traitement chimique, toutes les eaux minérales sont sans traitement chimique. Pour les autres sources, effectivement, c'est en général pas de traitement. Mais s'il y a besoin, on peut. Ils ont le droit d'utiliser. Cristalline, par exemple, qui est une autre source très accessible, oui. qu'on voit partout. Il y a plusieurs sources, en fait. C'est pas une seule source. Un assemblage d'autres sources. Oui, et on fait de la cristalline à l'étranger aussi. Il y a une cristalline et une eau extrêmement célèbre au Brésil, par exemple. C'est une marque qui regroupe des sources locales, quoi. Exactement, en fait. Est-ce qu'on peut déguster l'eau comme du vin? Vous parliez de l'importance pour un sommelier de s'y connaître en eau et d'accompagner les clients avec les eaux. Est-ce qu'on peut déguster une eau comme du vin? Là, on en a 3 devant nous, tiens, par exemple. Est-ce qu'on peut faire un comparatif? Alors, oui, on peut déguster une eau comme du vin parce qu'il y a vraiment des structures différentes. D'ailleurs, les extraits secs, quand on fait des analyses, sont très différentes. Donc, en termes de goût, en termes de longueur. Qu'est-ce que vous appelez les extraits secs? C'est-à-dire ce qui reste quand on a finalement tout évaporé. Donc, il n'y a pas grand-chose au niveau de l'eau, hein. Mais néanmoins, les minéraux se déposent et la concentration, zinc, sodium, magnésium, etc. Et donc les extraits secs sont différents. Les extraits secs, y compris dans le vin ou comme dans la nourriture, donnent effectivement la texture et surtout la longueur effectivement gustative. Les nutriments de l'eau, quoi. Absolument. Et donc du coup, à l'œil, il n'y a pas grand-chose de différence. Hein. Voilà, non, alors à l'œil, on a une Thonon devant nous, oui. Une Épar et une Contrexéville. Exactement. Une Thonon, donc bassin alpin, hein, puisque nous sommes en Haute-Savoie. Contrex, comme Épar d'ailleurs, bassin vosgien à côté de Vittel. Absolument. Une région qui vous est chère, mon cher Laurent. Oui, voilà, côte à côte. Je sais que non, mais c'est vrai que je suis de là-bas et d'Épinal, je crois. Ouais, je suis d'Épinal. Voilà. C'est pas loin. C'est pas loin. Ils font un super boulot parce qu'ils ont mis ils ont fait des accords avec les paysans pour que évidemment les paysans ne traitent pas en surface, pour que les nappes phréatiques et les nappes souterraines ne soient pas polluées. Absolument. Ouais. Ça commence par là, bien entendu. Hein. Alors, donc au niveau gustatif, la Thonon, je sais pas quoi dire, mais elle est bonne, elle est claire, elle désaltère. Je suis très surpris que vous disiez ça. Elle est franche, fraîche et équilibrée. Alors l'Épar, dis donc. Donc il y a pas en tout de goût spécifique, juste de donner ce côté cristallin. Exactement, ce côté cristallin est plutôt aérien. Et elle n'accroche pas du tout sur la langue, contrairement aux autres. Exactement. Alors si on goûte je vais peut-être finir par l'Épar. Je la fais tourner en bouche l'Épar. Si on goûte la Contrex. La Contrex est toujours un peu plus lourde, moi je trouve. C'est une eau un petit peu plus costaud. Il y a une densité, vous voyez, la langue, tout de suite la langue, on a une sorte de poids sur la langue. C'est ça. Particulier. Ouais. Ça, c'est des eaux qui sont effectivement assez minéralisées et la Contrex, c'est un très bon exemple. Et quant à l'Épar, qu'est-ce que vous dites sur l'Épar? L'Épar, il faut être dans des conditions particulières. Il faut avoir besoin de la boire. Voilà, si on l'a vu, parce que elle est pas nécessairement bienvenue à table. Enfin, oui, c'est pas celle à laquelle on pense, quoi. Mais elle est presque pas bienvenue en bouche, même. Oui, c'est ça, il faut vraiment avoir besoin de la boire pour la boire. Ouais, c'est pas métallique, mais il y a une espèce de charge au niveau du palais. Absolument. Encore plus dense que la Contrex. La Contrex, c'est un peu intermédiaire, peut intervenir. Mais l'Épar, par contre, effectivement, elle est beaucoup plus dense et beaucoup plus présente et plus perturbante parce que c'est pas ce qu'on attend de l'eau finalement en général. Si je peux me permettre, il y a des vertus super intéressantes. Il n'y a pas besoin d'être sommelier en fait pour apprécier et parler du goût de l'eau et de ce qu'on aime. Moi, quand j'interroge les gens autour de moi, il y a l'équipe Vittel et il y a l'équipe Evian. Moi, je fais clairement partie du clan Evian. Mon frère fait clairement partie du clan Vittel. Enfin, c'est tout juste, on se partage pas les eaux. Et quand je demande autour de moi, tout le monde a son eau préférée et l'eau qui ne supporte pas. Et la Volvic aussi a ses adeptes. Moi, j'adore la Volvic. Bien entendu. Et ce que je dis souvent, c'est que bien sûr on a des goûts, mais il faut varier les apports. Et donc s'habituer à une eau, c'est pas nécessairement très intéressant pour la santé en tout cas. Eh ben ne bougez pas, chers auditeurs, c'est pas fini. On continue à parler d'eau et puisque c'est fait, il y aura des bulles. On est dingue. À tout de suite.